Donc, la Maison Blanche, c'est une association qui a été créée en 2016, qui est basée à Monthey. Et puis, on dispose d'une magnifique villa de 1928 qui est située en plein cœur de la ville avec un grand parc extérieur. Vraiment un bel endroit. On propose des places de travail ainsi que des bureaux qui sont destinés aux indépendants, aux entreprises, aux étudiants, à tout le monde en fait. Donc, c'est un espace de coworking. On a également des salles de réunion qui peuvent être louées pour vos séances, pour accueillir vos clients ou pour d'autres raisons. Les objectifs de la Maison Blanche, c'est principalement le développement ainsi que l'animation d'une communauté d'entrepreneurs dans la région du Chablais. Et puis, c'est aussi d'aménager et faire vivre ce lieu, cette maison, tout en apportant un soutien au développement d'initiatives locales liées à l'entrepreneuriat ou à la création. Si vous êtes de passage une fois à Monthey, je vous invite à venir découvrir la Maison Blanche. Visite gratuite, et puis vous pouvez bénéficier d'une journée offerte également pour venir travailler, pour savoir si ça vous plaît. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet. Vous avez plus de détails liés au forfait qu'on propose, aux offres qu'on propose, et puis vous avez la possibilité de réserver votre visite. Un petit mot sur les événements que la Maison Blanche organise. Donc, on organise régulièrement des événements thématiques qui s'appuient sur 3 piliers, que sont l'agriculture, le tourisme ainsi que les industries créatives. Et ces événements se veulent inspirants et puis encourageants. Et la finalité, c'est éventuellement l'émergence de projets. Aujourd'hui, on accueille Camille Awinat et Robin Dorsa. Et je passe tout de suite la parole à Natacha, qui est l'organisatrice de cet événement. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Nicolas, tu peux confirmer que tu m'entends? Oui, ok, super. C'est tout bon. Ok, alors bienvenue à cet événement organisé par la Maison Blanche. On a choisi un format un peu différent pour les habitués de nos événements. On est tous les trois dans la même salle. Donc, on est un peu loin, mais on vous salue bien. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Awinaït et Robin Dorsa pour un sujet inspirant sur l'innovation et l'agriculture. Alors, évidemment, l'histoire de l'agriculture et celle des êtres humains vont de pair. Hein. Sans humanité, pas de champ de blé, pas de sillon, pas de bocage. Pendant des millénaires, l'agriculture a évolué, certes, mais son rythme s'est soudainement accéléré à la fin du second conflit mondial avec la Révolution verte qui, contrairement à son nom, à ce que son nom pourrait induire, n'était absolument pas écologique. Le temps a passé, les dégâts de l'agriculture intensive, tant sur les sols que sur tout ce qui respire autour, ont été révélés. Les bouches à nourrir se multiplient et aujourd'hui, le secteur primaire vit de grandes mutations. Des machines de plus en plus perfectionnées et précises arpentent les surfaces cultivables ou le ciel au-dessus de ces surfaces. Les semences sélectionnées avec soin poussent en résistant mieux et certaines tâches des agriculteurs ont été automatisées. Pourtant, la recherche, que dis-je, l'innovation, n'a de cesse de se développer dans le domaine. Camille et Robin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter? On va commencer par Camille. Merci Natacha. Donc Camille Awinaït, je suis docteure en économie et management de l'innovation et chercheuse dans tout ce qui est lié à l'innovation dans l'agriculture. Et il y avait un peu une petite spécialité avec l'agriculture valaisanne, avec les abricots. Oui, j'ai fait ma thèse de doctorat sur le secteur arboricole suisse. Merci. Alors, bonsoir, merci pour l'invitation. Je m'appelle Robin Dorsa, je viens de Fumier en Valais. J'ai fait comme parcours des études pour être prof de sport et de biologie à la base. Et ensuite, j'ai changé, je suis parti dans le secteur agricole en faisant ingénieur agronome à Zollikofen en suivant un parcours sur un master en système de production durable. Et là, c'est là où j'ai rencontré un cours sur les super aliments, la spiruline, pour laquelle j'ai tout donné et j'ai commencé à la produire. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître gentiment. Et puis, merci pour l'invitation et je me réjouis de débattre de l'innovation dans l'agriculture. Alors justement, l'innovation, c'est un terme très très large.
Donc Camille, est-ce que tu peux un petit peu nous éclairer sur l'innovation et en particulier celle en agriculture? Oui, alors l'innovation, en effet, c'est un terme très large. Quand on parle d'innovation, on peut parler d'innovation produit, donc voilà, la fabrication d'un nouveau produit, que ce soit dans l'alimentaire ou non. On peut parler d'innovation de procédés de fabrication, voilà, développer une nouvelle machine pour produire quelque chose. On parle aussi d'innovation organisationnelle, donc les nouvelles méthodes de travail dans les entreprises. On parle aussi d'innovation dans les services, d'innovation commerciale, donc tout ce qui est marketing. Donc voilà, c'est un petit peu un terme polysémique et qui englobe beaucoup de choses. Quand on parle d'innovation, on parle aussi d'innovation à différents degrés. Donc, tout ce qui peut être innovation incrémentale, c'est l'amélioration d'un produit. Donc, c'est vraiment ajouter des nouveaux ingrédients dans une nouvelle recette, ça c'est une innovation. Ajouter une nouvelle couleur à un produit, c'est une innovation. Donc, ça, c'est des innovations qui sont les plus répandues. On parle aussi d'innovation radicale. Donc là, c'est quelque chose qui a pour but de créer quelque chose de complètement nouveau, de créer un nouveau marché, de créer aussi des nouveaux besoins pour les consommateurs. Donc, ces innovations sont peu courantes, mais c'est vrai que quand elles arrivent, elles apportent beaucoup de changements. On parle aussi d'innovation adjacente. Alors après, on va dans des différentes nuances, mais c'est par exemple créer un nouveau segment de marché, pour un marché qui existe déjà. On va essayer de bifurquer un petit peu et puis créer aussi de nouveaux besoins. Ça marche toujours un petit peu comme ça. Mais le point commun dans l'innovation, c'est toujours la nouveauté, la création de valeur pour ceux qui la produisent et puis une appropriation par les utilisateurs finaux, les consommateurs. Dans l'agriculture, voilà, il faut toujours que les clients puissent s'approprier l'innovation et puis qu'elle se diffuse un petit peu de manière globale pour appeler ça une innovation, parce qu'une innovation, c'est quelque chose qui a débouché sur quelque chose, une idée qui est venue, qui a été voilà, développée et puis qui est ensuite un succès. Ouais, donc qui a été répandue dans la population, qui n'est pas restée dans un laboratoire ou dans l'idée, dans la tête d'un chercheur qui a connu des applications pratiques. Exactement. Il y a environ 20% des idées qui sont nées, qui aboutissent réellement à une innovation qui sera sur le marché. Voilà. Ouais. Ou peut-être plus tard, comme les avions de Léonard de Vinci. À l'époque, quand il les a imaginés, ce n'était pas possible techniquement de les faire. Oui, c'est vrai, il n'y avait pas pensé. Alors, on a préparé ensemble cet événement. Et puis, moi, c'est vrai que quand je pense agriculture, assez rapidement dans ma tête, l'association avec l'agroalimentaire se fait, puisque la finalité de l'agriculture, c'est quand même de nous nourrir. Et puis, c'est vrai qu'avec le développement de la population, on se pose beaucoup de questions par rapport à la production, pour être capable de nourrir toutes ces bouches. Et donc, du coup, je me demandais comment l'association de l'agriculture et de l'agroalimentaire contribue à développer des systèmes agricoles innovants et puis aujourd'hui aussi durables, parce que c'est un mot qui est très important dans l'agriculture, bon, dans beaucoup de domaines, mais l'agriculture spécialement. Je ne sais pas. Oui, je peux répondre. Alors, moi, j'aime bien voir l'agriculture comme de tout en tout, donc comme une grosse chaîne. Donc, on prend la production avec l'agriculture de base, mais il y a aussi l'agriculture, là, elle est sous les projecteurs depuis maintenant une bonne décennie. C'est super prenant dès qu'on parle d'alimentation. Donc, ça touche tout le monde. Mais après, il ne faut quand même pas oublier tout ce qui reste derrière après la production. Donc, on a quand même le tri, le stockage, la distribution et puis la vente. Et ça, c'est des secteurs qu'on ne pense pas forcément, mais qu'au niveau innovation, c'est juste incroyable. J'ai eu la chance d'aller visiter 2-3 sites rien que de stockage et de tri, où là, on a des machines qui font des immeubles. Rien que pour le tri de pommes qu'on a chez nous, donc rien que sur Martigny, en Valais, c'est juste énorme. Et l'innovation, elle est vraiment partout dans ce secteur-là. Après, au niveau vraiment agricole, moi, je viens d'une famille de viticulteurs.
Donc, j'ai repris avec mon papa le secteur viticulture. On avait un petit peu d'arboriculture, donc c'est clair que ça, c'est soutenu. Enfin, l'innovation, c'est notre quotidien. On est obligé de s'adapter au quotidien parce que l'agriculture, elle a des défis. Et quels sont les défis? On parlait, on a une augmentation démographique, donc beaucoup plus de population. On doit quand même produire un peu plus de manière durable, c'est clair. Donc, en fait, on doit augmenter la production agricole, mais on a beaucoup de restrictions qui viennent aussi en plus dans notre période. Donc, en restrictions, que ce soit au niveau des baisses des matières premières, des matières actives. On n'a plus beaucoup de matières actives qui sont labellisées pour protéger nos plantes. Déjà, rien que ça. Matière active, ça veut dire. Matière active, c'est tout ce qui se trouve dans nos produits pour protéger les plantes. Donc, on a tout ce qui est biologique. Puis ensuite, on a des produits avec des matières actives qui sont produits chimiquement, qui permettent la protection contre le mildiou, contre le dium, qu'on utilise en dernier recours pour sauver nos cultures. Et ça, on vit dans une période où on a de moins en moins de produits actifs labellisés, autorisés sur le lieu de production, et beaucoup d'autres facteurs qui sont beaucoup liés à l'environnement et à la pression populaire. Donc, c'est normal, hein, c'est totalement normal. Et puis, qu'on fasse de plus en plus attention, mais c'est aussi de plus en plus difficile à produire. Donc, l'agriculture doit produire plus, avec plus de restrictions et en faisant plus attention à l'environnement. Donc, c'est là où l'innovation rentre en jeu et nous permet de sortir la tête de l'eau et puis de réussir à se renouveler et puis à vivre. Donc, j'aime bien dire que pour moi, l'innovation, c'est l'outil qui doit permettre à l'agriculteur d'optimiser sa production et puis d'affronter les nouveaux défis à venir. Donc, en gros, c'est pérenniser son entreprise grâce à l'innovation. Camille, vous êtes un peu plus de l'autre côté du spectre de l'agriculture. Alors, comment en tant que chercheur, on a une idée, c'est parce qu'on est quand même confronté au terrain, j'imagine. On visite des exploitations, on a des contacts avec les agriculteurs. Est-ce que ça marche dans les deux sens? Est-ce qu'ils viennent vers vous avec une problématique, ou est-ce que vous développez des idées et puis il y a des ponts? Comment ça se crée? Parce que c'est des milieux qui sont quand même très, très éloignés. C'est des milieux qui sont éloignés, mais je dirais que ça va dans les deux sens. Les producteurs, ils peuvent avoir besoin, justement, ils ont un défi concret à relever, ils ont un problème à solutionner. Ils savent qu'en général, en tout cas en Valais, c'est assez local, on sait que tel chercheur ou tel service peut apporter des solutions. En tout cas, on essaie d'être accessible. Donc les producteurs, ils peuvent venir par les contacts, les relations informelles, on va dire, venir poser des questions concrètes. Et puis, ça peut venir aussi dans l'autre sens. Il y a beaucoup de projets qui sont développés au niveau régionaux, au niveau nationaux, international, etc., européen. Et de plus en plus, dans ces projets, il y a un aspect participation-action, c'est-à-dire on inclut directement dans les projets de recherche les entreprises eux-mêmes, les producteurs, pour justement développer des produits, des innovations, des solutions qui sont directement adaptées, applicables, pour ne pas faire de la recherche faire pure. Exactement. D'accord. Donc ça va dans les deux sens, ça dépend des échelles, mais ça marche. Robin, d'ailleurs, je crois que dans votre exploitation, il y a la recherche Agroscope. Nous, au quotidien, on utilise ce que Agroscope nous fournit, en fait, des rapports. Moi, je lis tous les rapports qui peuvent sortir pour savoir les nouvelles variétés qui peuvent être cultivables ou autres, typiquement abricots. Bien, nous, par exemple, au niveau de la vigne, on a planté il y a 3 ans en arrière le Divico. Donc, c'est un cépage qui a été créé par Agroscope, il y a déjà quelques années maintenant, mais qui est résistant au mildiou et à l'odium. Donc ça, c'est une création d'Agroscope, donc un nouveau cépage. Et puis, on en a profité pour le planter en bordure de rivière, parce qu'en fait, en bordure de rivière, on n'est plus autorisé à traiter. On doit garder une distance,
ce qui est logique par rapport à la dérive. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On a planté ce cépage résistant, du coup, on n'a plus besoin de le traiter et ça fonctionne. Donc, c'est ça qui est cool, c'est applicable. Et c'est là où on rejoint beaucoup Agroscope et on suit beaucoup ce qu'ils font, quoi. Après, et puis, ouais, quand j'étais venue… Ouais. Après, personnellement, par rapport à la spiruline, moi, j'avais ce projet de production de spiruline qui m'était venu en tête. Je m'étais formé à la production en France. Et puis, venu chez nous, il fallait quand même une autorité qui soit là pour m'épauler. Et j'ai ouvert la porte d'Agroscope avec mon projet en tête. Et j'ai été reçu par monsieur André Ancet et Bastien Christ de chez Agroscope à Comté. Et c'était juste génial. Là, ils ont ouvert l'esprit, ils m'ont dit direct, c'est un super projet, on va tout faire pour que ça fonctionne. Et puis, on a sorti un super projet d'un côté, il y avait la production de la spiruline. Et l'autre côté, le projet qu'on avait, c'était un projet pour, toujours dans la durabilité, c'était de réutiliser le filtrat des fraises de production hors sol. Donc, pour faire un peu simple, on avait des plants de fraises hors sol. Donc, la production de fraises hors sol, en fait, on les alimente au goutte à goutte, d'accord? On a le filtrat qui n'est pas tout utilisé par la plante, qui est recueilli dans des canaux. Et le producteur de fraises, lui, il va réutiliser 1, 2, 3 fois. Et puis, au bout d'un moment, le filtrat ne va plus pouvoir être utilisable. Et du coup, on ne savait pas ce qu'il fallait faire avec ce milieu qui est nutritif encore, qui a encore des éléments nutritifs. Et le but, c'était de les réutiliser pour alimenter nos bassins d'eau qui sont remplis de spiruline, qui avaient besoin d'à peu près les mêmes nutriments. Et on a fait, toute l'année passée, on a conduit cette recherche-là et ça a super bien fonctionné. Donc, on a pu prouver qu'on peut réutiliser avec un peu d'innovation des déchets de production de chez nous, quoi. Donc, on est 3 liens avec Agroscope qui nous soutient et puis ça va dans les 2 sens, quoi. Oui, justement, cool. C'est ça qui ressortait aussi des conversations qu'on avait eues, c'est qu'en tout cas, en Valais, je ne sais pas si ça se passe partout comme ça, mais il y a vraiment une complémentarité et une volonté de soutien de l'agriculture par la recherche, et les agriculteurs savent qu'ils peuvent solliciter les institutions qui font de la recherche. La recherche a besoin d'expérimentation, de données, du terrain pour pouvoir avancer et continuer à trouver une nouvelle solution. Donc, ça va de pair, les deux vont bien ensemble. Oui, c'est vrai, des environnements qu'on imagine loin, il y a quand même vraiment des passerelles. Après, il est vrai aussi que les évolutions technologiques récentes induisent souvent une utilisation importante des TIC, des technologies d'information et de communication. Les jeunes agriculteurs diplômés, comme Robin, ce n'est pas forcément un problème, mais dans l'agriculture, il y a beaucoup d'agriculteurs plus âgés, et même beaucoup plus âgés. On en avait parlé aussi avec Tulipan Zollinger quand il était venu. Il possède aussi la maîtrise de ces outils, mais comment ça se passe dans cette situation? Est-ce que ces deux mondes, ils se rencontrent quand même? Est-ce qu'il y a aussi des agriculteurs plus âgés qui arrivent à passer le cap? Est-ce qu'il y a besoin à ce moment-là d'un accompagnement plus spécifique, ou comment ça fonctionne? Je pense que ça dépend des agriculteurs, ça dépend de leur sensibilité aussi à apprendre des nouvelles choses. Voilà, il y en a qui ça les intéresse pas d'utiliser un ordinateur, voilà, de passer du temps, parce que c'est beaucoup de temps aussi de se former ou même de faire tout ce qui est bureaucratie, etc. Donc ça dépend, je pense, au niveau personnel. Et puis après, c'est toujours important. Enfin, moi, je sais que dans le projet de recherche auquel j'ai participé, il y a toujours un aspect accompagnement des producteurs qui est très important pour pouvoir les soulager un petit peu, notamment en termes de temps et d'apprentissage, pour qu'ils se fassent aux nouvelles technologies, où il y a certains moments où on ne peut pas passer à côté pour pouvoir innover et puis faire continuer, voilà, jour après jour. Ouais. Si j'aimerais rajouter, les TIC ont été créés, donc technologie, information, communication, sont devenus la vie de tous les jours. Et normalement, il faudrait nous simplifier la vie, gagner du temps. Et moi, en tant qu'agriculteur, je passe un tiers de mon temps derrière le bureau
à régler des problèmes de bureaucratie, de mails à gauche, à droite. Ça devrait aller plus vite, mais ça va clairement pas plus vite. Moi, j'ai de la chance encore d'avoir mon père derrière qui peut gérer l'aspect main-d'œuvre, machine qui est encore là. Mais le jour où mon papa n'est plus là, que je dois passer du bureau et puis les ouvriers en même temps, mais c'est très compliqué de pouvoir gérer. Il faut vraiment. Ouais, ça consomme quand même un paquet de temps, ces nouvelles technologies. Ouais, ça ne simplifie pas forcément la vie comme on aimerait. Alors, oui, parce que, bon, alors, après, l'innovation, ce n'est pas que la technologie. On est d'accord. Hein, mais c'est vrai que la tendance actuelle, elle est dans Mais pour les vieux agriculteurs qui n'ont pas l'habitude d'utiliser un ordinateur, eh ben, il y a vraiment 2 mondes de décalage. Puis après, pour revenir sur ce que tu as dit avant, c'est vrai qu'il y a 2, 3, ceux qui ont réussi à faire ce virage numérique, ben ceux-là, alors, ils ont réussi à construire une grosse entreprise, à bien maîtriser le sujet. Et en général, ils s'en sortent super bien, effectivement. Donc, on a parlé aussi déjà un peu de l'histoire, évidemment, de l'agriculture et de l'humanité. Il y a eu beaucoup c'était les innovations un peu de rupture, hein, oui, dont on a parlé tout à l'heure. L'invention de la roue, la charrue, les procédés de congélation, etc. Maintenant, ça s'incarne plus dans la robotique, les biotechnologies et le numérique. Pourtant, on a l'impression que c'est nouveau, mais ça fait quand même un moment que ça a commencé, cette introduction de la technologie dans l'agriculture. Donc, quand j'ai fait des recherches, j'ai vu que donc, les premiers, c'était les robots de traite des vaches et puis de cueillette des fruits. Et pendant longtemps, alors la technologie était là, mais pendant longtemps, elle n'a pas été utilisée. Alors, est-ce qu'on peut un petit peu parler de ça? Alors, je pense qu'il y a peut-être une histoire de mentalité. À l'époque, c'était vraiment le tout début. Hein, les années 80, on n'était pas encore au virage numérique qu'on a pris aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer le fait que ça a quand même mis beaucoup de temps? Maintenant c'est généralisé, hein, ces robots de traite, par exemple. Mais est-ce qu'il y a une explication moi, je pense que le facteur, la concordance entre le moment où on fait une innovation et puis la capacité des clients, des utilisateurs à vouloir cette innovation, ça doit vraiment concorder. Parce qu'on peut avoir une très bonne idée à un certain moment, mais si les utilisateurs ne sont pas prêts à changer, parce qu'une innovation, on peut avoir des innovations assez légères, mais en termes d'innovation, ça peut aussi impliquer des changements des grands changements, et il faut être prêt à appliquer ces changements. Et c'est toujours l'utilisateur final qui décide finalement si l'innovation va réussir ou pas. Si elle arrive dans le marché, qu'elle se diffuse et que on est prêt, ça nous intéresse. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pour ça aussi que maintenant, il y a beaucoup de projets qui incluent les utilisateurs finaux directement dans le processus en amont pour être sûr que ce à quoi on pense, c'est vraiment adapté à un marché. Les gens vont être prêts à la recevoir. Après, il y a beaucoup de choses. Il y a tout ce qui est réglementation, comme l'a dit Romain juste avant. Il y a beaucoup de restrictions de plus en plus. Ça peut aussi mettre des gros freins à des innovations qui restent dans le tiroir et qui sont freinées. Il y a les matières premières, il y a les coûts. La partie économie, c'est quelque chose qui est moteur maintenant. Tout est en termes de productivité, de rendement. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer qu'on a la technologie ou une autre type d'innovation, mais ce n'est pas le moment pour la lancer. Totalement, je voulais, pourquoi ce laps de temps, comme tu réponds, le risque financier? Au final, c'est qui va, dans l'agriculture toujours, qui c'est qui va acheter cette nouvelle machine? C'est l'agriculteur, on est d'accord. En général, c'est plusieurs dizaines de milliers de francs. Donc, avant de faire cet achat, cet investissement où tu prends un risque parce que tu es dans les premiers, tu as tendance à dire on va regarder ce qu'il fait l'autre. Et si le voisin il prend cette machine, on va regarder comment ça fonctionne. Si ça marche, on y va. Puis si ça ne marche pas, tant pis. Et puis, par rapport à ça, j'avais un joli témoignage de celui qui a créé le drone d'épandage. Je ne me rappelle plus. Agri Aéro, c'était.
je crois. Et puis, il disait une réunion de chez Foudac, il disait bah, c'est exactement ça, quoi. Notre drone, il est prêt. Et puis maintenant, on attend juste qu'il y ait quelqu'un qui ose. Il y en a, ça commence vraiment. Puis le drone, ce sera le futur, mais pour l'instant, c'est un réel coût financier. Et au début, les premiers ils sont toujours en stade paramétrage. Et tu ne veux pas être celui qui fait les frais, quoi. Le cobaye. Voilà, tu attends juste que le voisin, il dit, tu regardes le drone chez le voisin, tu dis, ah ouais, mais ça fonctionne. Hyper bien, et là, tu sais que bah, dans les 5 années suivantes, il y aura tout le monde qui aura son drone, quoi. Oui. Donc là, c'est un exemple bah, qui va arriver parce que l'hélicoptère, il va stopper gentiment. Oui. Et c'est le drone qui va reprendre, en tout cas pour le traitement aérien viticole, quoi. Ça, c'est clair. C'est vrai que c'est plus discret et moins polluant, le petit drone qui se promène. Mais comme je disais tout à l'heure, l'innovation, ce n'est pas seulement les nouvelles machines, les lectiques. Et puis quand j'ai visité l'exploitation de spiruline, donc les bassins étaient vides parce que tout a été perdu à cause des variations de température. Ouais. Mais j'ai quand même vu, il y avait la boye à lait et puis la machine à saucisses. Ouais. On peut dire un peu, parce que du coup, c'est des choses très classiques d'outils agricoles qui sont utilisés pour… Ouais, ça revient à ce que tu disais, les différentes innovations. Bah là, on a l'innovation, bah on a produit une nouvelle culture en Valais. Donc ça, c'était le petit aspect innovation qui fonctionne super bien. On est vraiment content. Puis ben, pour produire cette nouvelle culture, on a utilisé, c'est de l'artisanal, donc on réutilise des équipements qui sont utilisés tous les jours dans l'agriculture de tous les jours. Donc c'est vrai qu'on a typiquement, on n'a rien de compliqué, c'est des bassins d'eau, donc ça joue. Mais après, on a des filtres, par exemple, on utilise des tissus de fromager. Pour la presse, ben c'est quand on presse notre spiruline pour enlever le 80% de l'eau, en gros, cette eau est récupérée dans des boyaux à lait qu'on va remettre au bassin ensuite pour récupérer, pour ne pas avoir de perte. Typiquement, on a ensuite un poussoir à saucisses qu'on a modifié pour ensuite faire ça s'appelle l'extrusion, c'est la formation de petits spaghettis avec une grosse masse de spiruline. Et en fait, en passant par ce poussoir à saucisses modifié, ensuite, on va pouvoir le sécher à basse température. Alors là, on utilise un séchoir à déshydratateur à fruits, quoi, ce qu'on utilise pour les petites rondelles de pommes ou d'abricots. Donc, on réutilise ça pour sécher notre spiruline à basse température. Donc, c'est clair que c'est tout un petit peu des remaniements, une nouvelle vie d'équipement. Voilà. Comme on dit, c'est un anglicisme. Ouais. Et puis, typiquement, les bassins sont aussi sous des tunnels agricoles qu'on utilise pour les asperges ou pour autres cultures. Et puis là, c'est pour cette nouvelle culture, quoi. Voilà. Donc, le nom de la société qui produit la spiruline s'appelle Plein Air, avec le R majuscule de Robin. Va prochainement lancer une gamme de produits cosmétiques. Alors ça, c'est une autre aventure aussi avec des normes, avec des restrictions, des paramètres très, 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 très stricts. Tout seul, ce n'est pas possible. Il faut travailler avec un laboratoire spécialisé ou quelqu'un qui est diplômé et reconnu dans le domaine. Comment est venue cette idée d'aller vers les cosmétiques? De base, en fait, avant de cultiver la spiruline, on se disait on cherchait à se diversifier, on cherchait la nouvelle culture qu'on pouvait faire. Et puis, de base, on se dit il faut réussir à cultiver une culture qui soit éco-responsable. Donc, sans produits de synthèse, un minimum de produits de synthèse. Là, on a de la chance de ne pas en avoir, donc ça, c'est top. Ensuite, qu'il soit dans l'air du temps, qu'il soit bon pour la santé, avec une traçabilité alimentaire. Donc là, on était aussi super bien. Et puis, le dernier point, c'était qu'il n'y ait pas de pertes. Donc, minimiser les pertes, vraiment avoir une efficience maximale au niveau de la production. Et c'est une culture qui répondait en plein dans le mille parce qu'en fait, on n'a clairement pas de pertes. Et puis, le top, en fait, c'est d'avoir plusieurs applications à ce produit. Et là, en tant que super aliment, on aime bien j'ai beaucoup de demandes pour la lier avec d'autres aliments. Typiquement, on a créé avec les jus iris, c'est sorti la semaine passée, une nouvelle compote, une compote détox. Donc, on a pu allier la spiruline avec la poire William. Et c'est un super nouveau produit. Et puis, concrètement, une fois, je ne m'étais même pas penché sur l'aspect cosmétique de la spiruline.
Et c'est un laboratoire indépendant qui m'a contacté à l'époque, puis qui m'a dit on a déjà des produits à base de spiruline. C'est prouvé scientifiquement que c'est super bon pour la peau et pour les cheveux. Est-ce que tu serais d'accord de travailler avec nous, pour regarder s'il y a une possibilité de collaboration? Et puis, de fil en aiguille, ça m'a amené à réfléchir sur une collaboration cosmétique. Et puis là, maintenant, on va sortir une gamme avec SC Natural Cosmetics, c'est Sandrine Jex à Fuy. Donc, on voit qu'on a quand même toutes les compétences autour de nous pour faire pour faire n'importe quoi. Donc là, c'était les fruits martini. À Fuy, on a un laboratoire cosmétique incroyable qui a la marque Vallée. Donc, on peut rester quand même labellisé avec des produits de qualité. Et puis, là, on est en phase de tests finaux, packaging. Puis, on va pouvoir sortir le produit dans pas long. Ouais. Non, c'est vraiment cool, on se réjouit. Donc, il y aura quoi? Il y aura des savons, des crèmes? Voilà, il y aura des masques, pour la peau. Voilà, un peu le traitement de la peau plutôt. Voilà. Aspect bien-être pour la peau. Ouais. Donc, est-ce que ça, c'est un aspect, Camille, avec les abricots, les producteurs d'abricots? Est-ce qu'il y avait cette volonté aussi de diversifier, pas juste faire la cueillette des abricots? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on a Robin exprime que c'est clair que la diversification de la production à partir du produit initial, est-ce que ça, on le voit et c'est des angles de recherche pour l'innovation, d'essayer de trouver d'autres applications La diversification, elle a plusieurs avantages. Elle a un avantage économique. Comme l'agriculture, elle est sujette aux aléas climatiques, on voit depuis un certain nombre d'années, voilà, les récoltes peuvent être très endommagées, voire perdues. Voilà. Donc la diversification, ça permet de s'assurer, entre guillemets, un petit gain économique. Par exemple, un exemple basique, des phénomènes de grêle, de gel, etc. Les abricots, je prends l'exemple des abricots, mais on ne peut pas les vendre en vente directe, ça peut être différent, mais typiquement à la COP, les gros, visuellement, les consommateurs ne vont pas les prendre. Ouais. Donc, ils sont déclassés, mais avec ces abricots déclassés, on pourrait faire d'autres produits, des confitures, des compotes, etc. Donc, on peut diversifier un petit peu sa production de manière à pas perdre tout. Voilà, exactement. Et puis, ça a aussi un gain, un avantage environnemental. On a moins de gaspillage, on a moins de pertes. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Et les producteurs, ils ont des envies, comme Robin, de faire aussi autre chose, d'innover, de voir ce qu'on peut faire pour avancer. Et puis, après, ça dépend toujours des types de produits, des productions, mais c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Même si l'exploitation est petite, en fait. Parce qu'on ne peut pas dire que ton exploitation elle soit très très grande, mais il y a quand même déjà, rien qu'avec un produit, plusieurs... Il y a plusieurs possibilités, oui. En plus, en termes de local, il y a beaucoup de choses qui se font en recherchant un petit peu autour des exploitations. Il y a moyen de se diversifier, oui. On a déjà un peu évoqué le fait que l'innovation s'est invitée dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne à tous et elle transforme aussi nos rapports aux autres. On voit bien quand on va au restaurant, il y a 4 amis qui sont tout le monde sur son téléphone au restaurant, par exemple. Donc, des fois, certains ont des règles, on pense tous au téléphone, mais bon, ça change quand même les rapports. Bon, après, il y a aussi eu la pandémie, le télétravail aussi, qui ont aussi eu des conséquences. Je me demandais si... Dans notre imaginaire, quand on pense à l'agriculteur, c'est quand même toujours un peu une image d'Épinal, un peu traditionnelle, le gars dans son champ avec sa petite charrue, son bœuf, ça on n'imagine plus ça, mais le tracteur en tout cas. Et aujourd'hui, on est quand même déconnecté de ce monde-là. Il y a beaucoup moi, j'ai des amis qui ont des enfants. Quand on leur dit que le steak il vient de la vache, les enfants, le lait, ça vient c'est déconnecté. Ce qu'on mange, c'est plus la nature. Et est-ce que le fait que l'innovation
se développe, ça va encore plus nous éloigner de ce rapport un peu naturel à ce monde. Je dirais oui et non, parce que c'est vrai que maintenant, on parle d'innovation d'agriculture 4.0, de tout ce qui est robotisation, automatisme, qui sont des innovations pour améliorer un peu le quotidien des agriculteurs aussi, pour avoir des tâches un peu moins pénibles. Mais il y a aussi un aspect de prise de conscience des consommateurs de la valeur de l'alimentation, notamment ces dernières années avec la pandémie, où on retourne un petit peu plus vers tout ce qui est local. Et puis, il y a tout un aspect éducation, donc que ce soit des consommateurs, mais aussi au niveau des enfants, qui se développent et qui vraiment continuent à pousser un petit peu dans la bonne direction pour justement ne pas avoir d'effet vraiment radical entre les deux, entre je ne sais pas que ma pomme vient d'un arbre. Voilà, exactement. Ouais. Donc, il y a beaucoup de travail encore à faire là-dessus, mais il ne faut pas être trop pessimiste, je pense. Ouais, moi, j'aimerais rajouter, on a perdu ce lien entre la ville et la campagne, entre, comme tu disais, le steak haché qui vient de l'animal. On a aussi une sorte de tabou qui est venu autour de la mort de l'animal pour avoir la viande. La viande vient de l'animal, on doit tuer l'animal pour l'avoir. Donc, d'un côté, si on arrive, le producteur qui arrivera à lier production de bétail en faisant venir des gens sur place, dans les règles d'hygiène, ça sera très compliqué à mettre en place. Mais celui qui arrivera à créer un truc où les gens viennent sur place, ils voient toute la chaîne, et puis qu'ils peuvent encore se prendre sur place la viande et tout, je pense que celui-là, ça sera une jolie innovation et puis il s'en sortira super bien. Donc, il faut réussir à recréer le lien, que les gens viennent sur le verger, voient pourquoi on traite. Les gens ils disent c'est du bio, c'est pas traité, mais c'est faux. Il faut qu'ils apprennent à venir voir les cultures, apprendre que la plante, elle ne grandit pas toute seule. La pomme, elle ne vient pas toute seule. Si on a un pommier dans notre jardin, si on ne fait rien, bonne chance pour avoir une pomme que tu peux manger lors de la récolte. Il faut réussir à les instruire, à les faire venir à la ferme. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui redemandent. Personnellement, j'ai beaucoup de demandes d'écoles qui viennent pour venir visiter le verger. Sur l'exploitation, on a la spiruline, on a des abricots. Je suis les abricots avec le propriétaire qui est à la retraite, mais qui adore, donc il travaillera toute sa vie. Et puis, on commence gentiment à mettre en place comment on appelle ça, de la didactique, si tu veux. Et puis, c'est génial que les gens reviennent sur place, ils disent c'est ça, c'est un abricotier, on le taille différemment qu'un pommier, pourquoi, comment. Et puis, je trouve que c'est super intéressant de recréer ce lien. Après, au niveau innovation, c'est ça, je pense, c'est l'innovation, quand tu disais sociale, c'est de réussir à reprendre ces gens, à les revenir faire voir comment on fait de base, quoi. Donc l'éducation, transfert de connaissances pour accroître la prise de conscience des consommateurs. Et ça passe par l'éducation des enfants, ça c'est clair. Donc justement, je vais rebondir sur l'innovation sociale. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ce terme d'innovation sociale. Elle paraît peut-être plus abstraite parce qu'elle n'est pas forcément une machine, c'est pas forcément tangible. Mais comme je disais tout à l'heure, avec la pandémie, il y a eu le télétravail. Mais ça, c'est une innovation. Alors peut-être un peu malgré nous entre guillemets, mais il y avait quand même déjà on travaille, nous, dans un espace de coworking. Donc, on fait déjà du télétravail un peu. Donc, il y a ça, par exemple. Il y a aussi, tu l'as mentionné tout à l'heure, les modes de management, comme le management participatif, où il n'y a plus cette hiérarchie. Il y a des entreprises. Alors, c'est le concurrent d'Iris, c'est Opaline, qui fonctionne comme ça. Je ne sais pas si Iris fonctionne comme ça aussi en management participatif. Tout ça, ça change aussi les rapports des gens. Et puis, effectivement, le fait de retourner à la ferme, acheter des produits, faire son marché sur place ou dans les petites boutiques comme Pousse Nature, à Laurence Von Moos qu'on avait reçu quand on a fait sur les circuits courts. Tout ça, ça change aussi. Donc, innovation sociale et agriculture, c'est lié. Oui, c'est lié. L'innovation sociale, on peut la trouver dans tous les secteurs. Le but de l'innovation sociale, c'est
d'impacter, je dis ça très grossièrement, mais d'impacter tous les acteurs de la filière de manière positive. Donc voilà, donc ça peut être la filière alimentaire comme une autre. Un nouveau mode d'organisation dans l'entreprise, c'est l'innovation sociale. Trouver comment améliorer le pouvoir de négociation, par exemple, entre les producteurs et les distributeurs, ça peut être une innovation sociale. Et du coup, comment on réfléchit à ça? Comment ça germe dans une tête de chercheur? Ou c'est la société qui impose parce qu'il y a eu des modifications? Je pense que ça peut venir des deux, ça peut venir de l'extérieur. Comme le télétravail, par exemple, on nous l'a imposé, et puis finalement, on s'y est fait. Un peu comme toute innovation qui peut nous arriver, ça provoque un changement brutal ou pas, ça dépend des personnes. Mais on s'y fait, on a pris la technologie, et puis voilà, on aime ou on n'aime pas, mais ça, c'est autre chose. Et après, c'est vrai que l'innovation sociale, il y a l'aspect vraiment très social, c'est-à-dire interaction entre les différentes personnes pour pouvoir trouver des solutions. Donc, ça peut venir aussi de l'intérieur, une situation précise. Ouais. Débloquer une situation, on réfléchit ensemble et puis on crée ensemble quelque chose de collectif, de participatif. C'est toujours un petit peu l'aspect de échanger, de prendre les expériences des autres pour pouvoir avancer ensemble. C'est ça. Ouais. J'ai vu, ça commence aujourd'hui, à Genève, il y a une dizaine de jours sur l'innovation et il y a une grosse partie sur l'innovation sociale. Et il y avait notamment une que j'ai trouvée intéressante sur comment intégrer les seniors, le travail, l'employabilité des seniors. Il y avait une conférence sur ce thème. Donc c'est ça aussi, c'est inclure les gens. Inclure les gens, d'où qu'ils viennent, comment ils sont. Enfin, c'est très large pour pouvoir avoir des impacts positifs, des effets positifs. Qui induisent des changements sociaux, en fait, de comportement, de relations aux autres. Alors, nous, on a un petit peu fait le tour des questions qu'on avait préparées ensemble. Je ne sais pas s'il y a eu des questions qui ont été posées dans le chat. Tu veux rajouter quelque chose? J'ai pensé à quelque chose en discutant là. Ouais. Il y a aussi un petit aspect négatif à cette innovation. Le social monde, non, pas social, plutôt, peut-être un peu social aussi. C'est que tout va tellement très vite que le marché va très vite. L'agriculteur, il doit s'adapter au marché, ça c'est une chose. Mais on arrive à une période où on doit changer du jour au lendemain la culture, la méthode de culture, alors qu'un arbre, ça va prendre 3 ans et demi avant qu'il se mette à fruit. Et c'est un truc, je trouve, de plus en plus fou. Et on devrait presque prendre un peu le temps, des fois, de juste réfléchir et puis repartir sur les bases. Je sais pas, j'avais juste envie de dire ça. Ouais, mais c'est vrai prendre un peu le temps. Que la relation au temps a beaucoup été modifiée, notamment aussi à cause des outils. Moi, j'ai fait des études d'histoire et je me souviens toujours, dans un cours, on avait étudié une lettre qu'une personne avait envoyée à Colbert. Il était dans la région de Bordeaux et il expliquait qu'ils avaient asséché des marais, qu'ils avaient planté je ne sais plus combien d'arbres, mais dans la lettre, c'était écrit « Dans 400 ans, avec les arbres qu'on a plantés, on pourra faire 200 bateaux. » Je veux dire, le gars, la vision, c'était à 400 ans. C'est juste incroyable. Maintenant, c'est dans 1 minute. Qu'est-ce qui se passe dans 1 minute? Donc, c'est vrai qu'il y a une relation au temps induite par le mouvement perpétuel dans lequel on se trouve, qui des fois biaise un peu aussi, même ne serait-ce que le rapport à la nature, tout ça, d'aller se promener, de prendre le temps. Pour te donner un chiffre, il y a une génération en arrière, le Valais produisait le 30% de la production maraîchère nationale. Le 30%, il y a une génération là, donc nos parents, le 30% était produit là. Aujourd'hui, c'est le 1,8% de la production nationale. Donc, vous voyez, comme ça avance, pour trouver un champ de tomates en Valais, tu peux aller te promener à bon bout pour trouver quelque chose. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que des fois, il faut juste essayer de revenir un peu aux bases, puis
essayer de consommer un maximum local pour réussir à pérenniser cette agriculture qui doit être innovante, mais qui doit aussi réussir à s'adapter. Donc, lui donner un peu de temps aussi, quoi. Oui, alors après, il y a aussi des gens qui sont en transition, ouais. Parce que c'est vrai qu'on avait vu, quand on avait fait l'événement avec Tulipan Zollinger et Yannick Badou, que le consommer local à tout prix, ça dépend comment c'est produit localement. Si c'est produit avec les pesticides, avec ci, avec ça, c'est pas mieux. Donc c'est vrai que juste local, ça suffit pas. Il faut voir comment derrière c'est produit. Après, refaire le lien, ça c'est important, et c'est une des façons de retisser le lien, c'est de consommer local en allant chez le producteur ou au marché. Plutôt que les grandes surfaces qui sont plus pratiques peut-être, mais moins vivantes, moins intéressantes en termes même d'histoire. Quand on va chez un producteur, voilà, on peut parler, on peut découvrir qui est derrière le produit, quelle est la philosophie. C'est un autre voyage. Oui, voilà, c'est un voyage. C'est ça. C'est pas une destination finale, c'est juste un transit. Voilà, c'est ça. C'est ça, on garde la même image. Donc, merci beaucoup pour toutes ces précisions, tous ces exemples, c'est très, très vivant. Est-ce que Nicolas, est-ce qu'il y a eu des questions? Parce que maintenant, on va ouvrir aux personnes qui souhaitent intervenir. Si vous avez des questions pour les intervenants, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à poser la question, ou s'il y a des questions qui ont été posées dans le chat, parce que là, je vois sur le grand écran qu'il y a je vois un point rouge. Donc, je ne sais pas, peut-être tu peux regarder. Tu arrives à lire, c'est tout. Je mets un grand temps. Parce que Nicolas, je t'entends parler à travers la porte, mais je ne t'entends pas ici. Non, ce n'est pas des questions. C'est pas des questions, c'est juste pour inviter à poser des questions. Ah, ok. Ok. Alors, tu peux fermer si tu arrives. Appuie sur le chat. Voilà. Alors, je ne vois personne. Toutes les caméras sont fermées. Est-ce que... Ah si, une question de... Attends, je vais être un petit peu plus grand. Pouvons-nous visiter la production de spiruline? Oui, avec grand plaisir. Alors, il faudrait juste me contacter une demi-heure avant. Il faudrait juste... Vous m'entendez? Oui. Il faudrait juste m'appeler une demi-heure avant, parce que je ne suis pas toujours sur place. Soit je suis à la vigne, soit sur la production de spiruline. Donc, au 079 739 53 17, ou bien par email. Vous pouvez me contacter par email. Vous trouvez sur le site internet, ou alors sur info@spiruline-vallée.ch. Donc, me contacter, et puis juste comme ça, on ne risquait pas de venir pour rien. Après, si vous êtes de la région, vous pouvez passer sans autre. La production et l'exploitation est à Saxon. Oui, pardon, oui, à Saxon. Sortie d'autoroute de Saxon. Mais ce que je ferai, c'est que j'enverrai dans le mail, parce que comme la visioconférence est enregistrée, je vais vous envoyer le lien, vous pourrez la regarder à nouveau, l'écouter à nouveau, et donc je mettrai dans le mail tous les détails de plein air. Avec plaisir, vas-y, merci. Ouais. Merci. Est-ce qu'éventuellement Comment pourrait-on encore favoriser l'accès à la recherche pour les producteurs? Alors, merci Vincent pour ta question. Voulez-vous visiter nos centres de recherche? Bon, peut-être. C'est la même personne. Ah oui. Oui. Alors, je ne sais pas si les deux questions sont liées, mais je pense que oui, justement, visiter les centres de recherche, ça peut être un des moyens pour avoir accès aux différentes ressources, j'entends ressources humaines, aux différents chercheurs, pour pouvoir collaborer ensuite ensemble. Après, essayer de créer des ponts en faisant des projets sur des... Par exemple, si toi, tu as parlé de cosmétiques, mais... Typiquement, là, on a, en ce moment, on est dans la viticulture, on arrache des vignes, parce que c'est clairement plus rentable d'avoir des vignes.
Et on est tous en train de se poser la question, qu'est-ce qu'il faut planter? Quelle est la culture un peu qui pourrait s'épanouir là? Et alors ça, c'est clair que la recherche, on est friand. Ben, on va aller voir pas mal de gens de la recherche pour savoir s'il y a un partenariat, s'il y a quelque chose à faire, s'ils ont une idée de culture. Nous, on a le savoir-faire de la production, mais après, qu'est-ce qu'il faut développer, quoi. C'est ça, c'est clair. Ça c'est un bon exemple de synergie qui pourrait… Alors oui, moi, j'aime volontiers visiter vos centres de recherche. Mais je ne sais pas desquels il parle. C'est Vincent, c'est quel centre de recherche? À la HES. La HES. Bonsoir. 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 Alors oui, donc moi je suis professeur-chercheur à l'Institut Entrepreneuriat et Management à Sierre, au Technopole, donc à l'HES. Et puis, donc on travaille particulièrement sur l'innovation de modèles d'affaires, la mise en réseau d'entreprises pour soutenir l'innovation. Et en fait, on a beaucoup de possibilités de soutien pour la recherche et l'innovation. Dans la HESSO, il y a énormément de filières différentes, que ce soit en économie, en informatique, en technologie du vivant. Donc, oui, ça pourrait être très intéressant de pouvoir porter vos problématiques à travers les différentes filières pour voir qui aurait des idées à partager et qu'est-ce qui pourrait être transféré. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question, peut-être sous forme de boutade, parce que vous proposiez de visiter vos installations. Donc, c'est vrai, moi, j'aime bien visiter les entreprises, mais les entreprises peuvent aussi visiter les centres de recherche. Oui, effectivement. C'est vrai qu'on pense plus comment faire nous, mais en vrai, c'est juste. C'est juste. À la HESSO. Oui. Ok. Volontiers, je pourrais vous laisser mes coordonnées. Oui, alors volontiers, ouais. Avec plaisir. C'est cool. Merci. Merci de votre partage. Je vous en prie. Merci à vous, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaiterait intervenir? Ah, un groupe de timides aujourd'hui. C'est pas forcément une question, hein, ça peut être aussi un témoignage, une anecdote, une idée. Peut-être quelqu'un a une idée. Un besoin aussi. Oh, une caméra qui… Oui. Il y a une caméra qui arrive, c'est Barbara. Oui, salut. Ouh, c'est vraiment à la montagne ou c'est du faux? C'est bon, je suis en pleine là. C'est le jour en plus. Ah, c'est un faux. Ouais, mais sur le coup, je me suis dit… C'est un nuit, là. Non, c'est un vrai, mais pas d'aujourd'hui. Mais ça donne bien. Ouais. Donc, des idées, oui, ben forcément, j'en ai plein aussi. C'est pour ça, je pense que la visite m'intéresse beaucoup pour tout ce qui est aussi sensibilisation. Mais c'est tellement important. Il y a tellement, je pense, c'est un peu le nerf de la guerre, que ça soit les enfants, bien évidemment, mais aussi les adultes. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième, on parlait avant, pour ça je riais, je disais casser les silos. C'est ce qu'on disait, c'est discuter, dialoguer avec toute sa chaîne de valeur et avec ses partenaires de façon générale. Ceux qui sont naturellement près de nous, mais aussi dans un spectre un peu plus large. Et je pense ça aussi, c'est comme ça qu'on arrive à faire émerger des idées novatrices par l'intelligence collective. Donc forcément, il y a au niveau des relations, des liens, c'est très important, je pense. Mais on peut peut-être dire que tu es la cofondatrice de la coopérative Yétique. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on œuvre dans la durabilité. Donc, on s'est mis ensemble, une équipe parce qu'on s'est rendu compte que l'intelligence collective fonctionnait bien. Donc, on a mis en commun notre énergie et nos compétences pour développer un peu des modèles innovants. Donc, voilà, on est en plein dedans. C'est cool. C'est basé à Fuilly. C'est vrai? Je ne suis pas très loin. Ouais, justement, c'est pour ça.
En tout cas, merci, c'était très intéressant. C'est un beau sujet. Et Merci, la spiruline en Valais, il fallait y penser, joli. Pourtant, il y avait tout, une bonne qualité d'eau, de l'ensoleillement. Ouais, top. Merci Barbara. Merci. Est-ce qu'une autre personne souhaiterait intervenir? Ok, bon, alors je ne vais pas vous embêter avec. Enfin, je ne vais pas insister s'il n'y a personne qui ose. Alors, ce que je voulais vous dire, déjà vous remercier d'avoir participé à l'événement et remercier encore une fois Robin et Camille. C'était effectivement très intéressant. On avait fait pas mal de travail en amont, mais il y a quand même des choses, des exemples, tout ça qui sortent. C'est toujours très, très vivant. Alors, comme j'avais dit dans un des posts ou plusieurs posts, Robin nous a gracieusement offert 2 sachets de 100 grammes de spiruline. Donc, je vais tirer au sort 2 noms et 2 personnes vont recevoir. Donc, je demanderai peut-être l'adresse postale s'il faut les envoyer. 2 personnes vont recevoir chacune un sachet de 100 grammes pour faire une cure d'à peu près 45 jours. Un mois. Un mois. Donc, une cuillère à café, à diluer dans un petit verre d'eau. Moi, j'en prends depuis 10 jours. Je ne sais pas si c'est pour ça que je suis complètement… mais voilà. Mais pas forcément dilué, juste… oui, juste un peu, voilà, un peu les champis. Voilà, sec. Oui, parce que diluer, ça prend du temps. Ouais, non. Ouais. C'est pas ça. Et, merci. Et puis, aussi, je voulais vous dire donc, le prochain grand événement de la Maison Blanche aura lieu le 18 mai. Dans le cadre de la semaine de la durabilité des communes de Montet-Colombey-Murat. On discutera avec Hugues Romain, qui est le responsable développement des TPC, les transports publics du Chablais, et puis Evelyne Bézat, qui est chargée d'affaires à l'ATE, à l'Association Transport et Environnement, sur la problématique de l'attractivité des stations d'altitude en transport public. Alors, on n'a pas encore exactement défini le thème, mais ce sera orienté mobilité, tourisme, mobilité. C'est un événement qui devrait se faire en présentiel et en ligne. Ce serait un peu notre premier événement en présentiel, puisqu'on a commencé les événements avec le Covid et puis les restrictions. La semaine, on fait aussi des petits ateliers. La semaine prochaine, le mercredi 23, c'est moi qui j'anime un atelier d'écriture autour de la vision de son entreprise. Donc, trouver les mots pour exprimer sa vision, aussi bien pour son site que pour ses posts, que pour ses prospectus. Et en avril, mai et juin, ce sera la coopérative éthique avec Barbara Chastelin qui viendra nous parler de responsabilité sociale des entreprises. Donc, il y aura 3 ateliers sur le thème de la responsabilité sociale des entreprises. Toutes les informations sont mises en ligne progressivement à la page événements sur le site internet, donc www.lamaisonblanche.ch. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des envies, à me solliciter. Je vous enverrai le mail, donc vous aurez mes coordonnées, mais c'est natacha@lamaisonblanche.ch. Et je me réjouis de vous retrouver lors d'un prochain événement ou d'un prochain atelier. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir.